Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 8 octobre. L'AS Monaco Basket débute sa saison en Euroleague par une victoire face à Bologne, 83-66. Résumé à suivre dans quelques instants. Grande opération de nettoyage ce matin du côté de la réserve du Larvoto où les fonds marins ont été passés au peigne fin. Puis nous tenterons d'en savoir plus sur le métavers, cette fusion entre deux mondes, le réel et le virtuel, que l'on présente comme le Web 3.0. Franck Chignard, président de l'Association des directeurs informatiques de Monaco, sera notre invité. Certains l'ont déjà coché depuis la rentrée à leur calendrier. Les vacances de la Toussaint sont dans 2 semaines. Guillaume Leroy, directeur d'agence de voyage, partagera avec nous ses bons plans destination. Je vous le disais en titre, la Roca Team a débuté sa saison en Euroleague de la plus belle des manières. Les hommes d'Obradovic se sont nettement imposés sur le parquet du Virtus Bologne. Bologne, qui respire le basket, on la surnomme d'ailleurs Basket City. Yannick Debever et Alexandra Marangoni nous racontent son histoire. Benvenuti a Basket City. Aucun doute, Bologne est bien la ville du basket en Italie. Portée par ces deux monuments, la Virtus et la Fortitudo, la cité universitaire a toujours été le carburant du basket italien. Bologna è Basket City e ovviamente si vive, si respira pallacanestro. Higher is the level of two teams in Bologna, better is the level generally in the Italian league. L'histoire veut que l'on associe la Virtus aux bourgeois et la Fortitudo aux ouvriers. Les deux clubs, fondés dans les années 30, sont parmi les plus anciens du pays. Le summum de cette rivalité arrive dans les années 90 et début 2000, l'âge d'or du basket italien. À cette époque, la Serie A est considérée comme le meilleur championnat d'Europe. This was the highest level because we were in the same level. We were in the same level and one or other can win. We win less, but Le derby bolognais, c'est le match à ne pas manquer. Un duel qui voit s'affronter des superstars comme Antoine Rigaudot, Carlton Meyers, Dominique Wilkins, Manu Ginobili, mais aussi Alessandro Abbio et Gregor Fucka, bien sûr. Con giocatori importanti, squadre ai vertici che si contendevano anche i campionati italiani e si sono incontrate anche in Eurolega e in Coppa dei Campioni, e quindi Basket City era un po' probabilmente l'unica città dove in Italia dove c'era anche una competizione interna e viene vissuta in maniera molto intensa dalle persone, dai tifosi. Après l'apogée, Virtus et Fortitudo connaissent tour à tour des problèmes financiers dans les années 2000 et des relégations en division inférieure. La Virtus revient rapidement au top du championnat italien grâce à de gros investisseurs. La Fortitudo, elle, lutte tant bien que mal avec des moyens limités. Aujourd'hui, les deux rivaux connaissent des destins bien différents. Pendant que la Virtus remportait l'Eurocup et retrouvait donc l'Euroleague après 14 ans d'absence, la Fortitudo, elle, se voyait une fois de plus reléguée en seconde division, 3 ans seulement après avoir retrouvé l'élite. È un po' la storia degli ultimi anni, perché è capitato a noi, è capitato loro, poi anche loro sono risaliti, noi siamo risaliti e probabilmente tra qualche anno, visto che proprio questa è Basket City e ci sono imprenditori, ci sono tifosi e tanti che amano e apprezzano la pallacanestro, c'è questa passione forte per il basket, probabilmente torneranno a massimi livelli e ci si incontrerà di nuovo, ci saranno altri derby, ma non quest'anno. I think this basket is immortal because people Fortitudo now is second division and people the gym is full, you know. And this love for a team and will last forever. Il est presque certain que les plus belles pages de la rivalité entre la Virtus et la Fortitudo sont derrière nous.
Pourtant, les années passent, les destins diffèrent, mais rien ne change. Il restera pour toujours légendaire ce derby, dans une ville que l'on aime appeler Basket City. La Roca Team savait où elle mettait les pieds. Dans un Paladozza en fusion, porté par des fans qui attendaient ce moment depuis 14 ans, la rencontre démarre tambour battant. Les deux équipes jouent avec une énorme intensité et ne se lâchent pas dans le premier quart-temps. Mais lorsque les premières rotations d'effectifs arrivent, la Roca Team fait la différence. Quand un Jordan Lloyd sort, un Elio Kobo rentre pour assommer les Italiens. À la faveur d'un 10-2 en début de deuxième quart, les Monégasques rentrent au vestiaire avec 6 points d'avance. Mais 6 points, ce n'est rien du tout quand on connaît le talent des joueurs de la Virtus. Oui, mais voilà, le plus talentueux était encore une fois du côté de Monaco. Mike James est stratosphérique sur ce match avec 26 points, dont 12 inscrits dans le seul troisième quart. Avec ses 30 d'évaluation, il a véritablement donné une leçon de basket en terre bolognaise. Avec un 15-2 infligé, l'écart monte à plus 18 en faveur d'une Roca Team épatante. Ce n'est certainement pas le retour en Euroleague rêvé pour les supporters du V noir. Le dernier quart est bien géré par les Blancs. La Roca Team l'emporte finalement 83-66 et signe des débuts parfaits avec une victoire à l'extérieur. Quelle activité il a celui-là. Et il marque. De gagner face à une équipe de Bologne qui est quand même une très grosse équipe sur le papier, avec devant leurs fans, c'est pas évident. Je pense que cette année il y aura beaucoup d'équipes qui vont avoir du mal à venir gagner ici, mais c'est bien de commencer par une victoire à l'extérieur, ça nous donne beaucoup de confiance à nous de continuer comme ça. It's not just defense, like defense is a great part, like especially in the third quarter, but with the talent we had inside, we used this, pretty well, like in any minute, like in the game, like even in the end, when they scored some shots, like I was not afraid because we really have a control of the game. La prochaine échéance en Euroleague, ce sera la réception du double champion en titre, l'Anadolu Efes Istanbul. Et avant ce choc à Gaston Médecin, la Roca Team reçoit Gravelines Dunkerque demain pour la 4e journée de championnat. Coup d'envoi à 19h. En Formule 1, Max Verstappen a chippé la pole à Charles Leclerc lors des qualifications du Grand Prix du Japon. Le Monégasque réalise le deuxième temps à seulement 10 millièmes du Néerlandais. Il est suivi par son coéquipier Carlos Sainz. Max Verstappen sera donc dans les meilleures conditions pour tenter de s'assurer un deuxième sacre mondial demain. C'est ce que l'on pourrait appeler un grand nettoyage d'automne. Les fonds de l'aire marine protégée du Larvoto ont été passés au peigne fin ce matin. Des plongeurs sont partis à la chasse aux déchets et leur butin est malheureusement triste à voir. Le reportage de Fabien Bonilla et d'Olivier Bonello. Ils étaient une trentaine à explorer les fonds marins, non pas pour admirer les mérous, les corbes ou les barracudas qui peuvent se balader du côté du Larvoto, mais pour tenter de dénicher le moindre objet qui n'a rien à faire dans la réserve, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de cette zone. C'est un nettoyage annuel organisé par l'association monégasque pour la protection de la nature, en partenariat avec le club d'exploration sous-marine de Monaco. On le fait surtout en fin de saison estivale parce qu'il y a eu des usagers qui sont passés entre-temps, il y a eu du passage de bateaux. Malheureusement, les déchets arrivent en mer, soit par coup de vent, soit par coup de mer ou à cause d'incivilité des usagers. Donc c'est bien de le faire en fin d'année pour récupérer tous les déchets qui ont pu être retrouvés en mer par mégarde ou pas. On récupère les déchets habituels et malheureusement que l'on retrouve au niveau de la plage des gens qui consomment, donc des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique. Après des cordages, mais ça c'est un peu usuel, c'est dans le cadre de certaines opérations que l'on peut réaliser, certains sont oubliés donc c'est pour ça qu'on les prend. Mais c'est surtout, pour certains d'entre eux, des déchets liés aux incivilités parce qu'on pourrait faire tous attention à ce qu'on apporte au bord de l'eau. Cette trentaine de bénévoles a permis de refaire une beauté des fonds marins de la zone du Larvoto, sans oublier en parallèle d'autres bénévoles de l'association monégasque pour la protection de la nature qui ont effectué un nettoyage terrestre des plages. Voilà pour cette opération mer propre. Intéressons-nous à présent à un sujet qui suscite bien des curiosités. Connaissez-vous le métaverse? Il est présenté comme le futur de l'Internet et connaît un fort engouement. Pourquoi? Quels en sont les enjeux? C'est ce que nous avons voulu savoir ce soir. Bonsoir Franck Chignard. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Association des directeurs informatiques de Monaco. Pouvez-vous tout d'abord nous éclairer sur ce rendez-vous portant sur les technologies de l'information?
Nous avons décidé il y a de nombreux mois déjà de réaliser un événement commun ici sur le territoire monégasque de façon à pouvoir adresser un sujet qui est extrêmement d'actualité pour tous les décideurs qui concerne le Web 3.0 et le métavers. Justement, dites-nous tout sur le métaverse. Comment on pourrait définir cela? Imaginez que c'est une nouvelle révolution qui a déjà démarré en fait, qui est un monde immersif, persistant, avec lequel on interagit en temps réel, qui fera que quand vous irez sur Internet, vous n'irez plus sur Internet, vous irez dans Internet. Dans ces univers parallèles, capacité de jouer, évidemment depuis longtemps en fait, et il y a de nouveaux concepts qui apparaissent avec la capacité d'acheter, d'interagir avec les joueurs. Le dernier point dans les métavers, c'est effectivement comment gérer l'acquisition de biens. Parce que si c'est persistant, on veut acheter, voir des territoires, des biens immobiliers qui sont purement virtuels, mais aussi du coup utiliser des images du monde réel. Et là, on peut se poser la question, pour un gouvernement ou un État souverain, de pouvoir garder cette souveraineté sur les images d'un territoire, de construction immobilière, de biens. Et c'est là où on aura l'intervention en finale du directeur de l'expansion économique qui nous expliquera qu'est-ce que le gouvernement de Monaco envisage pour pouvoir essayer de contrôler un petit peu ces nouveaux mondes qui arrivent très rapidement. C'est une technologie qui est encadrée, qui est légiférée? Eh bien justement non, aujourd'hui on est capable de faire des transactions sur des blockchains, on est capable d'acheter, de vendre, mais en fait il n'y a pas vraiment de règles. En fait c'est bien le problème, c'est qu'il y a des technologies qui sont en place et il n'y a pas de législation. Et c'est bien là où on attend clairement une mise en œuvre pour protéger l'individu, parce qu'il va y avoir des travers que vous connaissez déjà avec le cyberharcèlement par exemple, dans le monde du Web 2.0 que l'on connaît. Donc il peut également y avoir des risques sur la privacy, la confidentialité des personnes dans ces univers-là. On va se projeter en trois dimensions, donc c'est un risque qui augmente de façon conséquente. Le métaverse, on en parle depuis un certain temps déjà, on s'était vu plutôt comme un sujet très geek. Pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui? Les technologies évoluent très rapidement de nos jours et c'est de plus en plus fréquent d'avoir la capacité, grâce aux services que l'on peut avoir dans le cloud. Et puis quand on regarde des grandes industries comme Meta aujourd'hui aux US qui ont décidé d'investir des millions et des dizaines de millions, de démarrer très rapidement, en fait il ne faut pas se laisser prendre de court, c'est une course en avant. Mais on a eu l'expérience du Web 1, du Web 2 et aujourd'hui en fait il faut absolument déjà se positionner, de savoir ce qui est réaliste et de ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a des places de marché à prendre. Quelles sont les opportunités pour Monaco, par exemple, pour un pays? Oh, il y en a beaucoup, surtout pour une place comme Monaco, dans la mesure où il y a énormément déjà de luxe qui sont mis en vente dans les boutiques réelles. C'est d'imaginer ce même modèle dans le métaverse où des personnes avant de visiter, de pouvoir vraiment, vous allez aujourd'hui j'imagine déjà sur Google Maps quand vous voulez aller visiter, faire du tourisme, et bien là vous le ferez en 3 dimensions et pourrez même aller plus loin, à réaliser des actes d'achat en immersion totale et rentrer dans les boutiques de luxe. Donc la place monégasque est déjà extrêmement réputée pour son côté touristique et très attractif. Donc il faut absolument réguler ça dans le métaverse, contrôler pour que l'État y tire ses bénéfices, avec les investissements qui sont réalisés, permettent aussi petits commerçants, à la limite, d'exploiter des plateformes pour pouvoir aussi s'exposer. Ils n'auront pas forcément tous les moyens de pouvoir utiliser ces technologies-là. Donc il y a tout un travail de fond à mener pour légiférer, mais offrir des plateformes technologiques. Il y a énormément d'efforts qui ont déjà été faits à Monaco et c'est là où on peut gagner des parts de marché. C'est grâce à l'effort de digitalisation, d'avoir un cloud souverain, va permettre peut-être d'héberger des parties de ces métaverses qui ont besoin de s'appuyer de partout. C'est des grosses challenges que tout le monde doit soulever. C'est un investissement d'avenir, Franck Chignard? C'est un investissement incontournable, c'est un paradigme shift, c'est vraiment un changement de technologie, d'univers et tout un chacun qui a pu voir Ready Player One ou Matrix se rend compte vraiment des dangers, des travers, mais oui, effectivement. Bien, merci beaucoup Franck Chignard d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour nous éclairer sur ce Web 3.0, le métaverse. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Vous le savez, ce mois d'octobre est dédié à la prévention et à la sensibilisation du cancer du sein. La principauté s'est d'ailleurs mobilisée jeudi en illuminant ses bâtiments en rose. Le centre hospitalier Princesse Grasse a également proposé des stands d'information sur cette maladie qui touche une femme sur 8 au cours de sa vie. Des professionnels de santé étaient présents d'ailleurs aujourd'hui sur la place du marché pour répondre à toutes les questions.
Les disciples d'Escoffier étaient de passage à Monaco aujourd'hui. Ils tiennent actuellement leur congrès annuel sur la Côte d'Azur. Les disciples d'Escoffier ont vu le jour en 1954. Ils participent au rayonnement de la gastronomie française dans le monde grâce à leurs nombreux membres. Le prince Albert II en fait d'ailleurs partie. Depuis l'an dernier, il avait été intronisé à Monaco en octobre 2021 lors d'un dîner organisé à l'occasion du 175e anniversaire de la naissance d'Auguste Escoffier. Le temps maussade aujourd'hui vous aura peut-être donné des envies d'ailleurs. J-15 avant les vacances de la Toussaint. Pour vous aider à choisir votre prochaine destination évasion, nous avons contacté My Luxury Travel, une agence de voyage basée à Monaco. Bonsoir Guillaume Leroy. Bonsoir. Quelles sont les destinations les plus plébiscitées pour ces premières vacances scolaires? Depuis que les frontières s'assouplissent avec cette fin de Covid, on voit un regain de demande pour différentes destinations. Alors sur les vacances de la Toussaint, nous avons des demandes un petit peu sur le sud de la Méditerranée, que ce soit Naples et la côte amalfitaine avec Positano, Sorrente. Nous avons des demandes toujours un petit peu, vous savez, sur la Grèce, même si on est un peu en fin de saison. Les Baléares, les Canaries ont toujours du succès. Donc c'est vrai que si on parle de destinations moyen courrier ou proches, ça va être encore le sud de la Méditerranée qui est plébiscité. Vos clients ont plus tendance justement à choisir une destination plus proche avec beaucoup moins de temps de trajet? C'est vrai que les cartes ont été pas mal rabattues et ça change un petit peu en termes de destination. Il y a les personnes qui ont été un petit peu peureuses de ces restrictions et évidemment ça a été un peu compliqué. On a toujours des demandes aussi sur les classiques que sont les Émirats, les Seychelles et les Maldives. Après, il y a le Sultanat d'Oman qui fonctionne bien aussi, avec des vols vers Mascate et des extensions vers Salalah dans le sud. Donc voilà, c'est vrai que cet été, c'était pas mal la Méditerranée, mais maintenant que les restrictions changent et s'assouplissent, on a des destinations telles que le Japon, le Canada, voilà. Le Maroc aussi qui vient de lever ses restrictions? Oui, c'est vrai. Alors, oui, le Marrakech et le Maroc a toujours bien fonctionné. Maintenant, nous sommes plutôt sur des destinations un peu plus lointaines, un peu plus sur mesure. Voilà. Mais c'est vrai que le Maroc aussi fait partie des destinations qui assouplit l'entrée. Mis à part l'évasion, est-ce que vos clients aussi se dirigent vers des destinations qui n'ont pas ou plus de restrictions sanitaires? La plupart des destinations maintenant réouvrent et ils demandent soit un test PCR, soit une vaccination. C'est encore le cas pour les États-Unis, mais sinon il y a beaucoup de pays qui ne demandent plus grand-chose. Donc il y a vraiment un boom. Hein. Là, ça reprend. C'est un peu l'esprit revenge travel. Donc les gens ont tellement été embêtés avec les masques et un petit peu les privations de liberté qui cherchent un bol d'air et à bouger dès qu'ils le peuvent. Donc ils sont curieux de destination. Et l'aéroport de Nice a tellement de dynamisme et de destinations possibles qu'on voit quand même pas mal de demandes à la fois sur du last minute, sur dans 2 mois, 3 mois. Donc c'est de bon augure. Là, vous avez déjà pu le constater cet été, cette reprise de l'activité? Complètement. C'est vrai que les gens avant réservaient 8 mois, 9 mois, 1 an à l'avance. Mais maintenant, bon, c'est des fois du 3 mois, voire 1 mois à l'avance, ce qui est un peu plus compliqué pour nous. Ça demande encore plus de réactivité. Là où c'est compliqué, c'est quand les gens veulent par exemple aller en Laponie. Nous, on a pas mal de demandes pour des chalets privés en Finlande, mais la fenêtre de tir est souvent entre novembre et mars. Et quand les gens ne peuvent partir que pendant les vacances scolaires, c'est un peu compliqué. Alors, quelles sont les destinations que vous nous conseilleriez pour novembre? Mis à part celles que vous nous avez citées, l'Italie, les Baléares. Personnellement, j'ai toujours un petit faible pour le Japon, que ça soit sa nourriture, sa population gracieuse, le mont Fuji, le mélange entre histoire et modernisme, ses sanctuaires shintoïstes, les bambouseraies, les sakuras, etc. Bon, sakura, c'est plutôt en avril. En mars-avril. Voilà. Mais le Japon reste vraiment ma destination coup de cœur pour ce dépaysement. Pour les vacances de la Toussaint, octobre-novembre, je vous conseillerais peut-être de rester dans les îles du sud de la Méditerranée. Il y a encore de belles choses à faire. Peut-être découvrir Capri quand c'est un peu plus calme, voilà, pour éviter un petit peu l'effervescence de juillet-août. Ou bien Minorque, Majorque. Il y a beaucoup de Français de plus en plus qui vont à Minorque, dans les Baléares. Donc voilà, ce sont de belles îles sauvages. Une belle petite dose d'évasion, donc. Exactement. Écoutez, on peut conseiller ça à tout le monde.
Tout le monde a envie de prendre un peu d'air et de sauter dans un avion pour sortir un peu des tracas du quotidien. Donc, tout le monde sera content comme ça. Bien, merci beaucoup. Guillaume Leroy, de nous avoir offert cette petite parenthèse à quelques semaines des vacances de la Toussaint. Avec plaisir, à très bientôt et que les gens puissent continuer à voyager et qu'ils en profitent. Eux voyageront dimanche du côté de Montpellier, non pas pour des vacances, mais pour la 10e journée de Ligue 1. Les joueurs de l'AS Monaco restent sur 4 victoires consécutives en Ligue 1. On écoute des extraits de la conférence de presse d'avant-match. C'est contre une équipe qui est spectaculaire, Montpellier. Je pense seulement Paris Saint-Germain qu'ils ont marqué plus de buts que eux jusqu'à maintenant dans le championnat. Ils ont beaucoup de joueurs avec des qualités offensivement, beaucoup de remplaçants, c'est difficile de dire qui va commencer. Dans l'attaque aussi au milieu, il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment bien avec le ballon. Oui, c'est un bon défi ce match. Montpellier-Monaco, c'est donc ce dimanche à 13 h. Dans le reste de l'actualité, l'AMAO, l'association monégasque des athlètes olympiques, se sont réunis hier pour un moment convivial en présence du prince Albert II. L'opportunité de saluer les excellents résultats des athlètes rouges et blancs, la 6e place des bobeurs, Rudy Rinaldi et Boris Vian aux Jeux olympiques de Pékin, ainsi que la médaille d'or de la pongiste Xiao Xingyang aux Jeux méditerranéens à Oran. Un hommage a également été rendu à Francis Boisson, doyen des Olympiens monégasques disparus en décembre dernier. Un mot sur cette belle performance de Special Olympics Monaco. L'équipe a créé la surprise en remportant dernièrement le challenge des entreprises face à la fonction publique. Pourtant considérés comme outsiders, les joueurs de Special Olympics ont réussi à déjouer les pronostics. Ce titre récompense les efforts de tout un groupe, comme nous avons pu le lire sur la page Facebook de l'organisation, qui permet aux personnes déficientes intellectuelles de s'épanouir grâce au sport. Les marchés de Monaco se redynamisent en organisant plusieurs événements à thème. Dernier en date, aujourd'hui au marché de Monte-Carlo, où les produits forestiers étaient à l'honneur. Champignons, châtaignes et autres saveurs automnales ont été présentés sous leur meilleur jour. Prochain événement, le marché des vins et des fromages de la région, le samedi 22 octobre. Jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo à présent. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de dimanche, Frédéric Elion? La dégradation apparue hier va s'accroître avec de la pluie prévue du matin au soir de façon plus ou moins intense. Le vent soufflera toute la journée avec des rafales pouvant atteindre les 40 km/h. Le thermomètre affichera 15 degrés le matin et 19 l'après-midi. Dimanche 9 octobre, vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les Denis. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. Un week-end d'ailleurs placé sous le signe de la nature avec les animations proposées par la direction de l'aménagement urbain et qui se poursuit demain du côté de la roseraie Princesse Grasse et à la pépinière de Saint-Laurent-d'Aise. Illustration avec les photos de Manuel Vitali. Excellente soirée à tous et à demain 20 h pour le best-of de la semaine.